Jean Palardy, c'est un curieux qui un touche-à-tout et qui croit à la diffusion, qui croit au partage des connaissances. C'est un autodidacte qui s'entoure très bien, donc il va à la bonne école. Donc il connaît 26 métiers, 26 misères, peut-être pas 26 misères, mais il a été cinéaste, décorateur, c'est un peintre à l'origine et c'est aussi un chercheur, un érudit, c'est quelqu'un qui aide les musées à développer leur collection. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans beaucoup de domaines, mais toujours, je dirais, centré sur la meilleure connaissance du Canada français, de ses acteurs et de sa production. Laurier Lacroix, professeur d'histoire de l'art et de muséologie à l'UQAM pendant plusieurs années, avant ça à Concordia. Palardy s'inscrit comme étudiant à l'École des beaux-arts de Montréal, mais il reste que 18 mois. Il n'est pas très intéressé par le type de cours très académique qu'on y donne. Il va plutôt travailler sur le terrain. Je pense que c'est ça qui caractérise aussi Palardy, c'est un homme de terrain. Donc il va avec Edwin Holgate et Maurice Cullen peindre dans Charlevoix, donc directement sur le motif plutôt que dans les salles de classe. Et là, il va découvrir toute la culture populaire, si on peut dire, à travers les paysages, puis les gens qu'il rencontre dans Charlevoix. Il va faire de la photo de ces gens-là, il va les peindre avec sa compagne Jory Smith, à l'époque, qui s'intéresse beaucoup à, je dirais, la vie traditionnelle des gens de Charlevoix. Et je dirais que cet amour-là va grandir, va se développer pour justement connaître toute la culture, l'histoire des gens de cette région-là et de d'autres régions du Québec et des sources françaises et parfois américaines que ces gens-là traînent avec eux. Alors, je suis Nathalie Chauvin, je suis enseignante en finition et restauration de meubles à l'École d'ébénisterie d'art de Montréal. Alors, au départ, j'ai pris une formation à l'École des métiers du meuble de Montréal, mais dans la spécialisation de finition. Et tout de suite, c'est l'intérêt pour le côté artisanal, le côté moins invasif et polluant de la finition qui m'a intéressée. Donc, j'ai commencé à rechercher un petit peu au niveau du mobilier, qu'est-ce qui se faisait ici. Et puis, tout de suite après ma formation, j'ai ouvert un atelier. Et là, les gens arrivaient avec des meubles que je ne savais pas nommer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombée sur le livre de M. Palardy, qui a été pour moi une Bible pendant des années. Il m'aidait à situer les époques, à situer les régions de provenance aussi des objets qu'on m'apportait à l'atelier pour réparer ou améliorer le mobilier. Beaucoup de mobilier, la majorité, ça tournait autour des années 1900, donc ce qui datait un petit peu de l'ère industrielle, du début de l'ère industrielle. Et l'autre grosse partie du mobilier qu'on m'apportait, c'était le mobilier rural québécois, typique en pin. Je m'appelle Pierre Wilson, je suis directeur du Musée des maîtres et artisans du Québec. J'ai été engagé en 2001, fin 2001, pour faire l'exposition permanente ici au musée. Et très rapidement, je me suis rendu compte que les collections qu'il y avait à cette époque-là, les 7000 objets, étaient du 17e, 18e, 19e siècle. Début 20e, mais vraiment pas grand-chose. Donc, on est face à une collection montée dans l'esprit des gens des années 50, 60, 70, où l'acquisition d'objets, culture matérielle canadienne-française principalement, mais ancienne là, du Québec, donc ce qu'on appellerait des antiquités, là, était très, très importante. On essayait de se construire, si on veut, une identité à travers ces choses-là. Et dans le lot, il y avait 185 objets qui avaient été donnés par Jean Palardy. Puis évidemment, il y avait beaucoup de meubles aussi qui nous venaient de l'École du meuble, de la collection de l'École du meuble, Jean-Marie Gauvreau. Et c'est comme tout naturellement que je me suis retrouvé à étudier le meuble ancien du Canada français de Jean Palardy, édité en 1963. J'ai d'ailleurs acheté 2 exemplaires, l'anglais et le français de 1963, à ce moment-là. Donc, ça faisait partie de mon travail de recherche pour choisir des œuvres, choisir des objets à mettre en exposition
dans l'exposition permanente de 2003. Donc, je m'appelle Olivier Perrault-Jacques, je suis étudiant de première année à l'École d'ébénisterie d'art de Montréal. Avant de prendre connaissance un peu de toute la diversité du meuble qu'il y avait au Québec puis du travail qui avait été fait, j'avais un peu l'idée préconçue que tout le monde a d'imaginer la grosse armoire en chêne ou plus communément en pin. J'imagine les meubles encombrants et tout, sans voir toute la recherche et l'historicité que derrière, ou les références au final dans ces meubles-là. Dans le monde de l'ébénisterie, ce que je trouve intéressant, c'est que tu regardes un meuble, il y a quelque chose d'impressionnant, mais que ce soit en ébénisterie ou peu importe le métier d'art, il y a des techniques derrière ça que souvent c'est simple, il suffit de mettre un petit morceau de bois quelque part ou d'utiliser tel outil pour faire un truc particulier qu'on se demande comment c'est possible de faire ça. Au final, c'est juste la petite technique qui doit être transmise. Un savoir comme ça, l'ébénisterie, reste que c'est une transmission de maître à élève un peu. En France, c'est beaucoup ce modèle-là. Ici, c'est peut-être un peu plus accessible, démocratique. Puis je trouve ça intéressant aussi, je vois beaucoup d'élèves il y a beaucoup d'élèves dans le corps qui viennent de la France pour venir étudier au Québec parce qu'il y a un modèle d'enseignement et de transmission de toutes ces connaissances-là qui n'est pas uniquement axé vers le marché de l'emploi ou comme réinsertion à l'emploi. C'est un art à part entier, c'est un métier. Palardy baigne dans le milieu de la culture matérielle, on pourrait dire depuis son enfance, son adolescence. C'est quelqu'un qui est franco-américain, donc qui connaît bien l'anglais. Et donc, il y aura pour lui, il n'y aura pas de distinction entre les deux cultures véritablement. Il voit son livre, même s'il porte sur le Canada français, comme une clé pour les Canadiens anglais, pour mieux connaître le Canada français. Donc, il existe chez les amateurs, les collectionneurs montréalais, depuis le début du 20e siècle, un intérêt pour la culture populaire canadienne-française. On collectionne ces objets-là, les textiles, le mobilier, les objets d'art décoratif, dans la foulée du mouvement Arts and Crafts qui nous vient d'Angleterre à la fin du 19e siècle. Donc, la Guilde des métiers d'art, d'autres associations également vont mettre de l'avant cette forme de création populaire que des gens assez fortunés vont collectionner. Donc, Palardy voit ça. Palardy s'intéresse à ces objets-là qu'il voit également dans leur milieu dans Charlevoix. Et donc, comment il participe, il intègre ce mobilier-là dans le décor de certains hôtels qu'il fait ou de certaines maisons qu'il fait dans les années 30 ou 40. Donc, on peut dire qu'il a grandi avec le mobilier et donc la connaissance des gens qu'il possède, des gens qui s'y intéressent, des collectionneurs, va lui permettre d'établir les bases pour l'étude de son livre qui va paraître en 1963. Il y a à l'époque, j'allais dire personne, s'il y a quelqu'un d'autre, peut-être très peu de gens qui s'intéressent justement à la culture matérielle, au mobilier en particulier. Et donc, il n'y a rien sur le marché. Il n'y a rien. Avant Jean Palardy, il n'y a pas d'œuvre que l'on peut étudier pour dire « Ah, c'était quoi les styles ici? Pourquoi nos meubles ont encore les styles Louis XIII, par exemple? Tout ce qui est pointe de diamant, losange, ça continue encore aujourd'hui. On en produit encore. Là, donc, d'où venaient ces styles-là? Pourquoi on avait ça encore? Personne n'avait étudié ça. Jean Palardy arrive, puis Jean Palardy, c'est pas la première fois qu'il travaille là-dessus. Par l'enseignement, dans le fond, les projets qu'on fait, on reste quand même relativement dans des projets classiques parce qu'il y a une base qui ne va jamais changer, des concepts de base de montant, traverse, tenons mortaise et compagnie. Mais sinon, on nous fait beaucoup réfléchir justement sur Mais je pense que c'est en vogue aussi avec les préoccupations artistiques de l'époque, mais l'historicité de ce qu'on fait nous présentement. Je peux trouver ça beau, un meuble de Louis XVI par exemple, mais qu'est-ce que ça envoie comme discours aujourd'hui de faire un tel type de meuble? Mais on peut s'en inspirer ou il y a des trucs à aller chercher dans les codes esthétiques, dans les façons de faire. Ça va passer du design, de la conception des projets jusqu'au façonnage. C'est vraiment de A à Z, dans le fond, nous apprend à être j'aime pas utiliser le terme des entrepreneurs, si on veut, dans ce domaine-là. Mais il y a beaucoup plus une avenue artistique à la chose, donc faire des mini-séries ou des pièces uniques, partir vraiment d'un projet, d'un concept et d'y aller toutes les étapes. L'ouvrage Le meuble ancien du Canada français, est publié donc en 1963, est un formidable inventaire de près de 600 pièces de mobilier et d'objets d'art décoratif qui ont été réalisés surtout au 18e siècle. Il y a quelques-uns qu'on pourrait penser du 17e, mais c'est surtout 18e et première moitié du 19e siècle. Donc du mobilier en bois, parfois avec de la ferronnerie. Et Palardy organise son livre
à partir des fonctions du mobilier. Donc, les bahuts, les armoires, les fauteuils, les tables. Donc, il décline les objets comme ça par catégorie d'objets. Donc, il s'intéresse aux formes, qu'on peut dire, à la typologie du mobilier plutôt qu'à son histoire comme telle. Il n'essaie pas de tisser une histoire de l'évolution du mobilier, que plutôt une étude fonctionnelle de ce mobilier-là. Il a étudié les archives et il reproduit, évidemment, sans toujours être capable de faire le lien entre une mention de la création d'une pièce ou de sa présence dans un inventaire après décès avec une pièce réelle. Mais il essaie également de documenter par les archives l'histoire de ce mobilier-là. Enfin, qui ont été ces artisans, où est-ce qu'on le trouvait, comme on le voit dans les inventaires après décès, et quelle était sa fonction, quelles étaient ses différentes fonctions. Alors, le bois, je trouve qu'ici a une aussi toute autre signification. C'est la survie. On va autant travailler le bois pour avoir chaud l'hiver que pour avoir un tabouret pour s'asseoir, etc. Les grandes familles aussi, ça explique que le meuble devait être petit pour prendre de place. Beaucoup de meubles transformables. Les dessus de table qui pivotent, qui se transforment en bancs pour laisser de la place à tout le monde, bon, des choses comme ça. Donc, du meuble ingénieux, rationnel avant son époque, finalement. Et le meuble était surtout fonction, oui, ça c'est clair. C'est clair qu'il n'y avait pas ce goût de la fioriture, ce goût du luxe qui venait des royautés dans les pays européens. Il y avait le goût d'être bien, de pouvoir s'asseoir, de manger, de satisfaire aux besoins qu'un meuble peut donner à une personne. Bien, la collection Palardy, c'est-à-dire que je pense que c'est au début des années 80, Jean Palardy, qui est un ami du fondateur du musée, Gérard Lavallée, va céder 185 objets au musée. Et ça comprend du textile, du fer, des fois des pièces, parfois, même souvent, des pièces qu'il a achetées en France. Parce qu'il faut savoir, Jean Palardy, qui est un designer d'intérieur aussi, qui est peintre, qui est toutes sortes d'affaires, mais qui est un designer d'intérieur, va, à la fin des années 60, refaire tout l'intérieur de Louisbourg, qui est complètement reconstruit, là, qui n'existait plus. Là. On va reconstruire Louisbourg et Jean Palardy va remeubler l'intérieur avec des pièces d'origine. Son idée, lui, c'est dans ces années-là, c'était très, très fort, c'est on fait des reconstitutions. Ici, l'ancienne exposition permanente était faite comme ça, une chambre, avec un lit, un tableau, un tapis, une commode. Ces 4 objets-là n'ont jamais été ensemble dans la réalité. C'est faux de les mettre ensemble. Fait que moi, j'ai changé ça complètement, puis j'ai mis les commodes avec les commodes, puis les chaises avec les chaises. J'ai essayé de rediviser ça autrement que d'essayer de recréer des intérieurs faux. Ce qu'on voit en germe dans le livre de Palardy, c'est une étude d'une part des styles. Hein? Quelles sont les influences des artisans qui vont réaliser ces meubles-là? Donc, est-ce qu'ils s'inspirent de meubles français? De quelle région de France également? Ça l'intéresse beaucoup. Et comment ils adaptent en fonction des outils qu'ils ont, dont ils disposent, de leur talent, du bois également, c'est plus ou moins difficile à traiter. Donc, on comprend un peu la genèse, à la fois l'inspiration pour ces artisans-là et leur application. Comme il y a également beaucoup d'exemples qui sont donnés dans le livre, on peut faire une espèce d'histoire rétroactivement. On peut nous redécouper le livre et faire des liens entre ces pièces de mobilier que lui voit par catégorie, mais que nous, on peut essayer de voir comment, dans un intérieur, il y avait différents types d'objets qui voisinaient et qui créaient véritablement un décor. On est un petit peu comme partout. On est dans un esprit global, dans un esprit mondial. Donc, ce qui se fait actuellement avec les médias, avec les réseaux, avec l'image qui va très vite aussi, on n'est plus actuellement capable de vraiment identifier un meuble qui viendrait du Québec, qui viendrait d'Irlande, qui viendrait du Danemark, par exemple. Toutes ces choses-là, maintenant, ont perdu un peu de leur essence, de leur spécificité. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a plus rien qui différencie un meuble suédois d'un meuble québécois? Plus grand-chose. Dans le trait contemporain, moi, je trouve plus grand-chose, non? Sauf l'essence du bois, s'il est très régional. Sauf l'essence du bois, s'il y a eu un choix très défini de la part de la personne qui a fait le meuble.
Mais le bois aussi se promène énormément à travers la planète, curieusement. Là, on a l'impression que c'est gros puis que ça se transporte pas si facilement que ça. Mais non, il se transporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on n'a même plus la certitude que le pin avec lequel on va travailler ici au Québec, est-ce qu'il vient vraiment de loin, de très proche? Ça, on ne le sait pas trop. Dans le fond, pour faire un petit peu la distinction de notre programme avec les autres programmes, dans le fond, c'est les machines-outils qu'on a présentement, c'est les grosses machines en métal et tout, que si ma machine peut me faire une coupe uniquement droite, mais mon design, je vais le concevoir en fonction de cette coupe droite-là. Dans le programme, dans le fond, c'est si à la base, je veux partir d'une forme courbe, bien que ma machine ne me permet pas de faire ça, mais on va se référer peut-être même aux outils de l'époque qui nous permettent d'aller chercher ça. Ouais, c'est là que le bas blesse au Québec en particulier. On a un passé extrêmement riche, on a un présent extrêmement riche aussi, mais ce n'est pas des sujets qui sont étudiés à l'université. Je veux dire, culture matérielle du Québec, pas de chaire, il n'y a pas de département de recherche à l'université là-dessus. Personne étudie ça. Fait que je trouve ça difficile de dire qu'il y a une suite à ça. On a publié, probablement en 2005-2006, un petit livre sur le mobilier laurentien. On appelait ça le mobilier laurentien. Bien, c'était un travail de maîtrise d'une fille de Bordeaux, une Française, qui s'est intéressée à ça, qui a pris le livre de Palardy, bien sûr, pour s'inspirer, puis qui a essayé d'avoir un discours un petit peu plus évolué. Bien, la finition a deux grandes directions, je dirais. Il y a la finition artisanale et la finition industrielle. Moi, je me suis vraiment spécialisée en finition artisanale parce que ça me permet d'aller faire de la restauration de finition. Alors, la grosse différence, c'est que souvent, dans mon atelier, ce que j'apprends ici aux étudiants, c'est partir de la matière brute. C'est-à-dire partir des résines pour faire les vernis, partir des pigments pour faire les couleurs. Je transmets les façons de faire la finition typiquement québécoise pour qu'ils puissent reconnaître s'ils ont à faire une restauration, qu'ils puissent respecter et réparer la finition. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est relié au fait que quand on a fait la Révolution tranquille, on a comme effacé ce qu'on avait avant? Quand on a fait la nationalisation des écoles, on a, pendant de 1967 jusqu'à la fin des années 80, il n'y a plus d'école de métiers d'art. On n'enseigne plus le verre, la céramique, on n'enseigne plus. Et on va repartir ça dans les années 80. Fait qu'il y a une coupure, stylistique, il y a une coupure dans tout. Je veux dire, les meubles qu'on fait aujourd'hui, si on cherche des filiations avec ce qui se faisait avant, il n'y en a plus beaucoup. Alors que dans les années 30, 40, 50, quand Jean-Marie Gouraud va, en 1930, créer l'École du meuble, lui qui a étudié à l'École Boulle en France, revient ici et pour lui, l'important, c'est d'être dans une certaine forme de continuité. Moderne, mais dans une certaine forme de continuité. Donc, on va être en bois plein, par exemple, pas en plaquage, on est en bois plein, ce qui fait partie de la continuité. On va travailler avec du pain, avec du noyer tendre, mais on va être moderne. On va créer des styles, on va dessiner des ensembles mobiliers qui sont résolument modernes. C'est curieux, il y a une vague ces dernières années où les jeunes arrivent avec un retour, une envie de toucher de la matière. C'est assez net, ils veulent être là puis toucher la matière, réendosser l'habit de métier un petit peu plus traditionnel. Donc ça, c'est la première démarche, c'est ça. Là où c'est surprenant, je trouve, quand on les a les premières semaines, les premiers mois dans nos cours, c'est un petit peu le manque de connaissances qu'ils ont déjà du mobilier québécois. Le manque de connaissances, bon, ils ont une idée très bucolique du métier parce que peu ont été exposés à ça. Alors je trouve que d'une façon pédagogique, on a tout un rôle à avoir. On doit leur transmettre ces façons de faire-là, mais au-delà de la technique, on doit leur transmettre, je trouve, le rôle social que ça a. C'est-à-dire que ça fait partie un petit peu des rôles sociaux, des rôles individuels de maintenir dans une société
un savoir, de le faire évoluer, bien sûr, on ne veut pas que ça se fige, mais de le faire évoluer, de se l'approprier et puis de le pratiquer pour pouvoir que la chose continue. La façon dont les étudiants, je trouve, reçoivent ça ici, ils sont très conscients de ça, ils sont très conscients un petit peu de la rareté de leur choix. On est des petites écoles, ce n'est pas des métiers qui sont très en demande. Puis ils le font un petit peu comme, j'imagine, un peu partout, c'est-à-dire qu'il y a en plus une espèce de conscience écologique qui vient énormément avec eux. Donc ils portent le métier traditionnel et la façon actuelle qu'il faudrait le faire pour que ça soit viable et respectable. En fait, notre mission, c'est de faire connaître toute la créativité, l'inventivité des artisans de l'objet fait main au Québec. C'est comme ça qu'on le dit, là. Donc, les artisans de l'objet fait main, nous autres, ce qu'on veut, c'est que ces gens-là aient une place où on peut prendre leurs objets, si on veut, les exposer, documenter comme il faut. C'est notre mission. Quand on nous offre des meubles anciens, si on l'accepte, c'est parce qu'il est exceptionnel ou il couvre une période lacunaire, une période dans laquelle on n'a rien. Donc, offrez-moi quelque chose des années 40, 50, 60, 70. Wow, j'ai rien. Là, je vais l'accepter comme tel. Mais si vous m'offrez quelque chose du 18e ou du 19e siècle, pour l'accepter, j'en sors un autre. J'en prends un, moins bonne qualité, pas exposable, parce qu'il faudrait le restaurer ou peu importe. Je vais le sortir, je vais l'aliéner, je vais le sortir de la collection pour rentrer celui-là. Fait qu'on est... Si on veut être actif, les musées, si on veut être actif pour l'éternité, parce que c'est ça qui est notre mission, garder les objets pour la postérité. Puis la postérité, c'est comme un synonyme d'éternité, à quelque part, là. Enfin, je veux dire, à la fin du monde peut arriver, là, mais la postérité, elle va continuer. Donc, si on veut conserver les objets, puis considérer, surtout d'être actif, de ne pas être le musée poussiéreux arrêté dans ses collections parce que la réserve est pleine. Il faut qu'on puisse faire de l'espace. Fait que dans les années 70, 80, 90, on a beaucoup collectionné ce qui était ancien, ce qui était avant le 20e siècle. Peut-être parce qu'il y avait urgence puis qu'il fallait faire ce genre de trucs-là, mais à un moment donné, il faut décrocher. Il faut aussi dire, bon, ben là, on en a. Il y en a dans d'autres musées. Un musée ne collectionne pas un objet qui est dans un autre musée. On n'a pas besoin de l'avoir, nous autres. Il est ailleurs, je peux le prendre, je peux l'emprunter. C'est des choses qui se font couramment. Fait qu'il faut qu'on soit bien conscient de l'importance de l'objet qui nous est. Mais il y a toujours cette dualité-là entre le côté manuel et intellectuel. Avoir passé 2 ans à l'Université de Montréal dans mes livres à étudier l'histoire, il manquait le petit côté de mise en action, de concret. Parce que j'ai toujours eu un penchant artistique par le cinéma et tout. J'avais besoin de retourner à quelque chose, c'est un petit peu un retour hippie, une conception un peu hippie, mais d'aller avec les choses qui sont autour de nous concrètement, puis de peut-être faire un métier tel que ça va avoir un impact dans ma société ou du moins de pouvoir je sais pas, adresser des problèmes de notre époque. Moi, j'ai commencé ça dans un vacuum total, c'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, en 1967, on nationalise les écoles. L'Institut des arts appliqués devient rattaché au Vieux-Montréal. On va changer beaucoup la fonction comme telle pour s'en aller beaucoup plus vers le design, donc moins pour l'apprentissage de technique. Il y a un trou. Là, de 67 à fin des années 80, il n'y a plus de place pour apprendre la menuiserie. C'est fini. Donc, et puis moi, je suis juste dans cette période-là où, après des études de psychologie, je me dis non, mon corps a besoin de faire quelque chose. Et quand j'ai 25 ans et je décide que non, je ne deviendrai pas psychologue, la seule chose qui me vient en tête, c'est je vais retravailler le bois. Fait que je m'achète des outils et je recommence. Mais je vous l'ai dit, j'ai une carrière un peu atypique. Je m'auto-proclame dans un métier donné, puis je me donne le coup de pied derrière pour y aller. Alors, l'ouvrage part en 1963 à Arts et métiers graphiques. Avec 585 illustrations, il n'y a pas d'éditeur au Québec qui a les reins si solides pour prendre un livre comme ça. Donc, d'abord publié en France.
Immense succès d'édition, ça se vend tout de suite. Donc on le traduit en anglais chez Macmillan aux États-Unis, puis chez Macmillan au Canada, et là, le livre va connaître encore une plus grande distribution. Les droits vont être achetés au Québec par la suite par Maison Pierre Tissère, et le livre va connaître de nombreuses rééditions, donc extrêmement populaire, extrêmement utile dans l'enseignement, par les vendeurs également de mobilier, parce qu'il y en a beaucoup dans les années 60-70. Il y a beaucoup d'antiquaires pour qui ça va être la Bible, pour qui ça va être la référence, beaucoup de collectionneurs, beaucoup d'amateurs. Donc, le livre est extrêmement populaire. Et je dirais qu'il n'a pas été repris, mais il a fait beaucoup de petits, dans la mesure où, par exemple, quelqu'un comme Michel Lessard, qui s'intéresse beaucoup à la culture matérielle au Québec, va se servir de cette base-là pour avancer un petit peu les recherches et étudier justement les questions de production régionale, et va entrer dans une étude un peu plus spécialisée que le faisait Palardy. Le travail de base de Palardy n'a pas été repris vraiment aussi fondamentalement, mais il reste que c'est un ouvrage qui a été extrêmement populaire et par sa distribution tant en français qu'en anglais, que par justement le rayonnement et la façon qu'il a eu de faire connaître le mobilier qu'on avait autour de soi, mais qu'on ne pouvait pas comprendre dans toute son ampleur avant l'ouvrage de Palardy.